Tu devrais me donner ce pistolet. T'as qu'à essayer de t'en trouver un. Attendez, on dirait qu'ils s'en vont. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous êtes nombreux devant votre poste téléviseur parce que téléspectateurs privilégiés de cette émission de débat, le briefing de l'actualité, LBA en sigle. Aujourd'hui, nous allons devoir parler sur le plan local de la réaction des citoyens pontonegrin en rapport avec le projet de décret sur l'interdiction de fumer sur les places publiques, une initiative bien entendu du gouvernement de la République. Sur le plan national, nous parlerons de l'inauguration de la banque sino-congolaise de l'Afrique. Enfin, en ce qui concerne l'international, nous évoquerons les résultats des quarts de finale de la Champions League et certainement une projection sur les demi-finales. Voilà, le décor est planté et comme invité sur ce plateau, Bertin Asogba Bliki, bonsoir. Bonsoir. Il est professeur des écoles, correspondant du journal de Le Choc, bien entendu, mais également, et vous le savez, consultant de cette émission de débat, le briefing de l'actualité. Il est donc à ma droite, certainement à votre gauche, la gauche du petit écran, et à ma gauche, donc à la droite de votre poste téléviseur, Maître Welcome Zaba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, il est du barreau Pointe-Noire, n'est-ce pas? Exactement. Avec nos deux invités, nous allons devoir faire ce chassé-croisé sur les faits saillants de l'actualité, tant locale, nationale qu'internationale. Et je suis sûr que nos bien chers téléspectateurs, à l'instar de Pépin Mouyeni, le coach du Real, c'est comme cela qu'il se nomme, mais aussi Parfum Makoso Tibinda, conseiller départemental du Kouilou, habitant du côté de Thierry. En tout cas, à l'instar de ces invités privilégiés, vous êtes tout yeux, tout oreille à ce que nous allons nous dire au cours de cette énième édition du briefing de l'actualité. Pour briser la glace, je vous donne de nous retrouver après ce jingle actualité locale. Avant d'entrer dans les profondeurs de notre sujet du jour, je m'en vais me tourner vers notre consultant maison pour une question d'échauffement. Alors Bertin, cette semaine, il s'est passé dans la ville qu'un de nos jeunes confrères a perdu sa femme. Et de suite de cette situation de deuil, il a fallu attendre 8 jours pratiquement pour que le géniteur, le père de la fille arrive. Et quand ce dernier arrive, il impose à son beau-fils 5 millions en guise de consolation. Comment cela vous donne de réagir? 5 millions avant même de procéder aux funérailles. En d'autres termes, il lui inflige ces 5 millions parce que le monsieur n'avait pas épousé sa fille avant sa mort. Ce phénomène existe, ça fait longtemps, seulement que je ne sais pas, les autorités, ça n'attire pas l'attention des autorités. En temps, il y a nos collègues de MCA TV qui ont fait un reportage sur ça. Pourquoi on va marier une femme qui est décédée? Et bon, dans le micro-trottoir, on constate que certains pensent que c'est une culture, d'autres pensent que ça ne se fera pas. Mais moi, je pense que le moment est venu que les autorités tranchent sur cette affaire. Question d'échauffement, maître, vous qui êtes juriste, un homme qui vient de perdre sa femme, à qui on demande 5 millions avant de procéder aux funérailles. Écoutez, ce sont des us et coutumes qui s'inscrivent en porte-à-faux de la loi. On ne célèbre pas un mariage entre un mort et un vivant. Je crois que les conditions... Extraordinaire. Les conditions... Pourtant, c'est devenu monnaie courante chez nous. Pourtant, les conditions de la célébration du mariage et même du pré-mariage sont consignées dans le code de la famille. Et voir un parent, un papa, une maman, une famille agir ainsi, et tout de suite, il faut comprendre qu'ils s'inscrivent en porte-à-faux avec la loi. Et nous avons toutes les voies qui permettent évidemment à toutes ces personnes qui sont victimes de se plaindre de ce genre de fait.
Et mettre le paradoxe, c'est que le papa appelle ça consolation, comme s'il se complaisait, j'allais dire qu'il puisait son plaisir dans le décès de sa fille. C'est quand même triste parce que je crois qu'on n'a pas échangé la vie d'une personne humaine à un quelconque centime ou à une somme d'argent donnée. Et donc je pense que c'est quelque chose de répréhensible, de déplorable et c'est bien malheureux. Voilà, nous allons ainsi, après ce conditionnement psychologique, tendre vers le sujet prévu pour cette actualité locale. Nous vous l'avons dit en titre, il s'agit de ce projet de loi du gouvernement de la République. Il a été rendu public lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 11 avril dernier. Ce projet de loi porte sur l'interdiction de fumer sur les places publiques. Je vous donne de suivre ce reportage. Comment les Pontenégrins ont réagi par rapport à la publication de ce projet de loi. Le gouvernement a tout d'abord décidé ainsi, c'est parce qu'il y a peut-être des inconvénients au milieu public. Vous ne pouvez pas fumer au milieu public, ça dérange. Il y a des non-fumeurs aussi. Donc c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative que le gouvernement prenne ça. Bon, moi en tant que citoyen, je ne peux qu'appuyer parce que je suis tout d'abord non-fumeur et ça m'indispose que celui qui est fumeur fume à mes côtés. Parce que sa fumée est plus destructive pour moi que lui-même quand il fume. Donc c'est une bonne idée, je soutiens la cause du gouvernement. Le gouvernement, vraiment, s'il a pris cette décision, vraiment le gouvernement a raison. Parce que la cigarette nous a nous. La fumée là, dès qu'on le respire, ça rend malade. Normalement, il est interdit de fumer là où il y a des gens. Vraiment, c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. C'est une bonne initiative. Pourquoi je suis un fumeur. C'est pas trop bien aussi de fumer dans l'heure publique, c'est pas bon. Parce que ça indispose d'abord des gens. Et puis, un fumeur, lui, ce qu'il consomme, il consomme peu. Mais la personne qui aspire, c'est la personne qui tombe plus malade que la personne qui fume. À l'origine de ce projet de décret portant interdiction stricte de fumer, entre autres, dans les espaces à usage public, dans les lieux de travail ainsi que dans les transports en commun, la prévalence de la consommation des produits à base de tabac et leurs conséquences sur la santé des fumeurs et des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. L'application de ce décret serait ainsi salutaire pour la préservation de la santé publique, comme illustré par ces différentes réactions. Mais fumeurs et non-fumeurs estiment que sans mesure d'accompagnement, le respect de ce décret risquerait d'être remis en cause par les consommateurs, puisqu'aucun espace public n'est réservé aux fumeurs. Bon, il faut que le gouvernement puisse faire des lieux publics où les encadrer, en tout cas faire des lieux publics où les fumeurs peuvent aller s'asseoir là-bas pour fumer, se mettre à l'aise comme l'Europe. Le gouvernement il dit que voilà, interdiction de fumer dans les lieux publics. Est-ce qu'ils ont d'abord fait comme on voit en Europe? On va en Europe, il y a des places spéciales pour fumer. Même dans l'avion. Dans l'avion, vous savez, il y a des compartiments pour fumeurs et compartiments non fumeurs. Est-ce qu'ils ont d'abord fait cela avant de prendre des mesures? Ils doivent d'abord faire des places pour les fumeurs, pour éviter que les gens puissent fumer n'importe quand ils fument, ils jettent la nicotine, ils jettent les morceaux de cigarette n'importe comment. Ils doivent d'abord faire des enclos spéciaux pour fumeurs. Il faut sans doute rappeler l'inobservation de certaines mesures gouvernementales par les citoyens, faute de suivi dans leur application par les pouvoirs publics. Voilà, vous avez suivi ce reportage relatif à la réaction des Pontenégrins, quelques citoyens pontenégrins qui ont bien voulu réagir au micro de nos reporters au sujet de, faut-il le préciser, projet de décret. Je crois que maître, il faut nuancer le projet de décret d'un projet de loi, n'est-ce pas? Exactement, il y a une différence entre un projet de décret et un projet de loi, sachant que le projet de décret est adopté par le Parlement, donc il doit passer par le Parlement qui doit adopter la loi qui au fini sera promulgué par le président de la République. Ça c'est le projet de loi. Ça c'est le projet de loi. Et le projet de décret est celui, après avoir monté le décret, qui est bien entendu signé par le président de la République. Alors ici, il s'agit d'un projet de décret au titre... Contresigné par le ministre en tête du département. Voilà, ici il s'agit du ministère de la Santé et de la Population. Exactement. Donc c'est au titre de ce ministère que ce projet de décret a été proposé et approuvé par le gouvernement finalement. Il procédera à l'interdiction de fumer
dans les espaces publics. Et quel commentaire vous inspire une très bonne initiative de prendre des mesures relatives à l'interdiction de fumer en public, parce qu'il est scientifiquement prouvé que lorsqu'on fume en public, ce sont ceux qui ne fument pas qui en pâtissent le plus. Mais paradoxalement, ce soit la personne qui fume qui souffre davantage ou qui souffre le plus, c'est ceux qui sont autour, donc des fumeurs passifs. Exactement, d'où évidemment l'urgence de prendre ce genre de texte venant évidemment réguler ce genre d'attitude ou de comportement. Mais je me pose quand même la question de savoir, c'est vrai que ce texte sera sans doute pris, mais la question se pose au niveau de la volonté, évidemment, des pouvoirs publics d'exécuter ce texte, car vous n'êtes pas sans le savoir que nous ne sommes pas au premier texte du genre à réguler ici, ou à prévenir, ou à garantir l'ordre public. Hein, je crois que nous avons connu un texte sur la nuisance sonore, les nuisances sonores, et également un texte interdisant même les véhicules fumés, si je ne me trompe pas. Mais dans les faits ou dans la pratique, on a toujours du mal, ou le pouvoir public a toujours du mal à pouvoir faire respecter ses propres textes. En d'autres termes, beaucoup de mesures sont prises, beaucoup de mesures sanitaires d'ailleurs, mais du point de vue de l'application, ces mesures souffrent des mesures d'accompagnement. Et j'ose espérer que dans le cas d'espèces, des mesures seront prises pour garantir également le droit des fumeurs, car il n'est pas interdit à ces personnes de ne pas fumer, mais de ne pas fumer en public. Et là, je pense que les conditions seront prises au niveau de nos différents secteurs, quartiers et tout, pour réguler cela. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est la volonté des pouvoirs publics de vouloir faire respecter, ou de faire respecter cette décision à venir. C'est d'ailleurs ce que certains citoyens ont dit dans ce reportage que vous venez de suivre. C'est bien une initiative louable que le gouvernement interdise aux fumeurs de fumer sur les places publiques. Il n'y a pas que les places publiques, il y a aussi des milieux de travail que l'on peut aussi considérer comme des espaces communautaires, les débits de boissons, et même dans les parcelles où il y a plusieurs personnes. Mais Bertin, on reste ici sur la volonté du gouvernement à accompagner ces mesures. C'est une bonne volonté. C'est une bonne volonté, comme l'a dit Maître Saba. Mais moi, je vois que beaucoup reste à faire dans la mesure où, dans les milieux publics, les fumeurs sont en minorité et les non-fumeurs sont en majorité. Et malheureusement, c'est eux qui sont victimes, d'une part. D'autre part, l'application de ce projet, ça se passera comment et sur combien de temps? Troisièmement, on n'a pas dit de ne plus fumer. Vous allez fumer. On va fumer où? Lorsque la loi, cette loi sera promulguée. On va fumer où? Comme l'a dit un citoyen. Il faut prendre des dispositions sous d'autres cieux. Les fumeurs ont leur place à part. Et ils vont fumer là-bas tranquillement sans déranger personne. Est-ce que c'est aussi par expérience que dans certaines sociétés de la place, il y a l'observation des règles des HSE et il y a des endroits réservés pour les fumeurs. C'est ce que l'on souhaiterait certainement que le gouvernement fasse au niveau de la République. Comme vous l'avez si bien souligné, ils sont moins nombreux les fumeurs, mais ils semblent imposer leur logique à l'ensemble des populations. Oui, tout à fait, mais il faut que tout se fasse avec les règles de l'art pour que l'injustice s'arrête. Parce que lorsqu'on va dire ne fumez pas en public et il n'y a pas un lieu pour aller fumer, le problème existe et demeure. Le problème existera et demeurera, dixit Bertin. Donc il y a lieu, mais c'est alors tout lieu que le gouvernement de la République tienne compte également des fumeurs et devra sans nul doute créer des espaces aussi pour permettre aux fumeurs de pouvoir fumer. Voilà, je pense que Maître a une braise à porter à cette pipe. Non, je crois que ces fumeurs juste leur droit également de fumer. Il ne leur est pas interdit de fumer. Et mais ils doivent choisir des endroits précis. Ils ne doivent pas choisir, mais au gouvernement, évidemment, d'améliorer des espaces qui leur permettra de jouir de leur droit qui leur est reconnu de fumer. Voilà.
Nécessité de reconnaître les droits des uns et des autres, le gouvernement de la République a ce noble devoir d'être impartial. C'est bien de prendre des initiatives, mais il faut également tenir compte des uns et des autres. Nous allons devoir changer de cap. Cette fois-ci, la deuxième rubrique va porter sur l'actualité nationale. On se retrouve après ce jingle. Voilà, il s'agit cette fois-ci, et nous vous l'avons dit également en titre de l'inauguration de la banque sino-congolaise, la BSK. Alors, le président de la République est-elle lui-même procédé à l'inauguration de ce chef-d'œuvre, cette initiative prise entre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Xi Jinping, le président chinois. Je vous donne de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, cet édifice R+15 dont les travaux de construction ont démarré en février 2016 confirme l'ambition stratégique de la banque qui servira le Congo, la sous-région CEMAC puis l'Afrique dans les années à venir. L'inauguration intervenue ce mardi 10 avril sous le très haut patronage du chef de l'État Denis Sassou Nguesso permettra à la BSK Bank d'installer ses services dans un cadre confortable afin d'apporter l'offre bancaire de qualité selon les standards internationaux à ses clients. 11e structure bancaire en République du Congo, la banque sino-congolaise compte déjà 2 antennes en fonction à Brazzaville et Pointe-Noire avec 30 distributeurs disponibles en 2018 qui seront complétés par 50 autres en attente. L'effectif des agents est passé de 71 à 90 Congolais en formation. Avec 105 milliards en 2017, la BSK Bank occupe la 7e place pour les crédits et la 5e pour les dépôts. Voilà, pour une économie de mots, un immeuble imposant, 15 étages, R+15. Et donc, il faut le dire sans fausse modestie, c'est l'un des premiers bâtiments imposants du genre dessinant au niveau de la sous-région, au niveau de la République, mais aussi au niveau de la sous-région. D'autant plus que, vous l'avez suivi dans ce reportage, cet immeuble servira ou abritera également le siège de cette même banque au niveau de la sous-région. Alors Bertin, pourquoi pensent certains que le président de la République a été, lui, obligé d'aller inaugurer ce chef-d'œuvre, cet immeuble, alors qu'on aurait pu déléguer le ministre des Finances? Non, vous savez, non, il y a une différence entre la liberté de parler et la liberté de dire la logique. Parce que ce bâtiment, ce n'est pas le moindre. Et ce siège, cette banque-là, c'est pour la première fois qu'on a ça au Congo-Brazzaville. Et ça fait partie, je ne vois pas s'il y a encore une banque à la place qui a cette taille. Il ne faut pas oublier que dans la relation sino-congolaise, c'est pour la première fois qu'on parle de l'économie d'un siège économique en matière de banque. Ça va, les Chinois qui sont ici n'auront plus peur à déposer leurs sous dans une banque qui les appartient. 1. 2. On parle de l'émergence. L'émergence-là, il faut les atouts. Donc c'est un atout pour le président de la République pour avoir l'œil de ce qui se fait. Et il n'y a pas dit dans un texte que le président de la République ne doit pas inaugurer telle chose, ou c'est le ministre qui doit... Moi, je ne sais pas, on a un maître devant nous. S'il y a une loi qui stipule que le président de la République n'a pas droit d'aller inaugurer tel ou tel bâtisse, ou c'est le Premier ministre, etc. Moi, je n'ai jamais lu cette loi. C'est une problématique, maître. D'abord, votre réaction sur ce chef-d'œuvre, puis cette problématique qui consiste à penser qu'on aurait dû déléguer le ministre des Finances pour aller inaugurer cet immeuble. Pourquoi alors le président de la République? Non, mais je commencerai par la deuxième interrogation. Je pense que c'est un non-débat. C'est un non-débat. On pouvait déléguer le Premier ministre, tout comme le président pouvait le faire lui-même comme il a fait. Et donc là, il n'y a aucune question, aucun sujet à débat et tout. On en passe. Ce qui m'attire et ce que j'apprécie dans l'installation de cette banque, c'est que cette banque aujourd'hui vient sceller les relations économiques entre le Congo
et la Chine est par-dessus l'Afrique et la Chine, car c'est une grande première, une première grande banque chinoise en Afrique. Et une chose également me plaît, c'est l'accessibilité à cette banque. Je suivais que l'ouverture d'un compte était à 2000 francs. 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. Et donc pour moi, c'est déjà une banque de proximité qui permettra même aux Congolais les moins nantis de pouvoir avoir un compte bancaire. Alors, le reste, le futur, le reste nous renseignera, parce que j'ai toujours pensé que les banques au Congo ne jouent pas réellement le rôle qu'elles devaient jouer. Mais aussi, maître, il y a, d'un point de vue culturel, une sorte de réticence du citoyen congolais à aller vers la banque. Oui, réticence. On a tendance à thésauriser plutôt que d'aller mettre son argent en banque, certainement démotivé par de vieilles expériences. Évidemment, des vieilles expériences, nous ne parlerons pas de la BCC. Justement, la BCC, ou des UCB. Ou des autres banques. Mais je pense qu'il revient aujourd'hui à ces banques de sensibiliser. Vous savez que les années ont évolué, les contextes ont évolué, ont changé. Il revient donc à ces banques de sensibiliser, de présenter des produits qui seraient ici accessibles à ces populations et dans lesquels les populations se retrouveront. Mais moi, le plus important, c'est que les banques jouent réellement leur rôle. Le rôle d'accompagnement des entrepreneurs, le rôle d'accompagnement des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, ce sont des banques qui se limitent simplement à la thésaurisation des fonds, permettez-moi de le dire. Et d'où, évidemment, cette réaction des populations qui pensent qu'au lieu d'aller déposer en banque, je préfère garder l'argent chez moi à la maison. Parce que n'oubliez pas que les retraits sont conditionnés. Conditionnés et souvent contraignants. Et souvent contraignants. On peut y aller, perdre tout son temps et je n'arrive pas à faire un retrait, alors que si je gardais cet argent à la maison, je pouvais très rapidement prendre et faire ce que j'allais faire. Donc, il y a toutes ces questions-là. Le plus important, c'est que ces banques jouent réellement le rôle de l'accompagnement de notre économie. On accompagne évidemment, comme j'ai dit, les investisseurs, les jeunes entrepreneurs, et je pense que la BESCA jouera ce rôle, et si elle réussit à jouer ce rôle, je crois qu'elle aura là accompli sa mission pour laquelle nous l'attendons et nous l'avons déjà applaudi dès le départ. Voilà, précisons que cette inauguration de la BESCA a eu lieu le 10 avril dernier par le président de la République en présence de la vice-présidente de la Banque agricole de Chine, Guo Nining. L'ouvrage dont les travaux ont duré 2 ans pour un coût global de 35 milliards de francs CFA, mesure 72 mètres de hauteur. Il compte 800 postes de travail, un restaurant et une salle de conférence d'une capacité de 150 personnes. C'est un bâtiment intelligent. Un bâtiment intelligent, éligible au prix Luban, décerné aux édifices les plus beaux et modernes réalisés par les sociétés chinoises en Chine ou ailleurs. Selon le président du conseil d'administration de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESCA, Roger Rigobert Ondeli, la BESCA Bank a été lancée au Congo en 2015 et à Port en 2017. Cette banque est née de l'initiative des présidents Denis Sassou Nguesso et ZGP. Voilà, formidable cet immeuble imposant au cœur du centre-ville. Ceci participe également de l'urbanisation, de la beauté de la ville. Tout à fait, ça donne un plus à l'urbanisation de notre ville et aussi ça met en confiance les investisseurs et aussi la population. Malheureusement, chez nous n'avons pas habitué à aller en banque parce qu'on a les arrière-pensées que si je fais prendre l'argent, on va dire que non, ma carte d'identité expirée ou ma photo ce n'est pas conforme, ma signature, on dit tout pour te décourager. Et comment faire pour dissiper ce malentendu? Je crois que Maître Welcome a implicitement apporté les éléments de réponse. Ces banques doivent suffisamment communiquer pour mettre en confiance. Oui, ce n'est pas seulement la banque, il faut que les autorités de la place en matière d'économie la précision, c'est banque sino-congolaise. Oui. La banque agricole chinoise intervient à 50%. Et les autres 50%, c'est la partie congolaise. Oui, la partie congolaise doit beaucoup communiquer pour intéresser la population à la chose. Parce que si on ne les intéresse pas, les arrière-pensées ne seront pas effacées. Ils vont continuer à dire, c'est les Chinois, ils vont amener notre argent ou quoi. Bon, et ils ont le droit
apprécié. Voilà, nécessité de communiquer dans tous les cas pour mettre en confiance. Nous embrayons sur la dernière rubrique, la troisième et dernière rubrique, l'actualité internationale. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui de parler de sport. Comme on le sait, les 10 et 11 avril dernier, on a joué pour les comptes des quarts de finale de la Champions League. Nous avons les résultats. Le 10 avril, l'AS Roma a battu FC Barcelone 3-0, tandis que Manchester courait ici devant Liverpool 1-2. Le 11, Juventus de Turin a battu le Real 3-1. Le Bayern Munich a fait match nul avec FC Séville. Et dans tous les cas, c'est l'AS Roma qui est qualifié, Liverpool, Bayern Munich et le Real de Madrid pour une demi-finale. Je vous propose de suivre ce condensé d'images. AS Roma de l'Italie, Liverpool de l'Angleterre, Bayern de Munich de l'Allemagne et Real de Madrid de l'Espagne sont les 4 qualifiés des demi-finales de la Ligue européenne des champions de football. Pour décrocher leur ticket au dernier carré d'as de la compétition la plus prisée des clubs, les 4 demi-finalistes ont connu des fortunes diverses. En effet, l'invité surprise de cette étape de la compétition est l'AS Roma, qui a été pourtant battu lors du match aller sur le score sans rappel par le FC Barcelone, a fini par rattraper son retard jusqu'à créer la sensation en éliminant le Grand Barça sur le score de 3-0. Le Real de Madrid, un autre représentant espagnol, s'est qualifié sur le fil face à la Juventus de Turin grâce à un penalty inscrit à la dernière seconde du match retour. Extrêmement important pour lui, pour le Real Madrid, c'est fait. Cristiano Ronaldo qui envoie le Real Madrid en demi-finale. Il faut noter les Tironois, battus 3-0 au match aller à domicile, ont mené à Madrid sur le même score jusqu'à la 89e minute de ce match retour. Un autre grand du continent européen qui s'est qualifié mais sans la manière est le Bayern de Munich. Les Bavarois, pourtant victorieux à l'extérieur contre le FC Séville au match aller 2-1, n'ont pu que faire match nul de 0 but partout. Enfin, le duel anglo-anglais s'est soldé en faveur de Liverpool. Ce dernier, après avoir battu Manchester City, leader du championnat anglais, 3-0 au match aller, a confirmé sa suprématie au match retour au 2-1 grâce une fois de plus à son buteur maison Mohamed Salah. Ces demi-finales vont se disputer en fin du mois d'avril pour les matchs aller et début mai pour les matchs retour. Le tirage au sort de ce carré d'as se fera très prochainement. Alors, Bertin, tout de suite dans le feu de l'action, quels commentaires vous inspirent ces résultats des quarts de finale de la Champions League? C'est des résultats, à mon avis, satisfaisants parce qu'il y a des buts fantastiques qui m'ont fait plaisir. Mais moi, j'ai déjà dit ici qu'en matière de football, il n'y a pas de mathématiques. C'est le terrain qui commande et c'est après le jeu qu'on apprécie les efforts. Donc, je salue tous ceux qui sortent en demi-finale et au quart de finale, ils ont fait un effort pour arriver là. Mais moi, je n'ai pas apprécié le comportement de certains sportifs de la place de Pointe-Noire où dans les foyers, il y a des rancunes parce qu'on a caillé une équipe qu'on gagne. Au foyer même, maman ne peut pas parce qu'on a gagné son équipe préférée. Et papa se fâche pour dire d'accord, moi je ne vais pas payer le marché. Bon, il y a ce genre de comportement, alors que dans le football, il faut le fair play. Et dans le football, il y a un gagnant, il y a un perdant ou un match nul. Cela n'entraîne pas les mécontentements qui vont toucher la bonne ambiance dans les QG ou au foyer. Ce n'est pas normal pour que maman dise qu'elle ne va pas préparer parce qu'on a gagné son équipe. Ce n'est pas normal. Maître, un fait solide à ce sujet, lors de la débâcle de Barcelone, battu 3-0 match retour par l'AS Roma. On a vu dans mon quartier un monsieur, mais autour de 21h, avec une pelle en train de déraciner tout ce qu'il y avait autour de lui, parce que fâché, mais alors dans un état second, personne ne pouvait le maîtriser. Insolite, n'est-ce pas? Évidemment, exactement insolite, mais vous savez que c'est la loi du football, et dans le football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il faut également avouer que ces quarts de finale étaient pleins de surprises. Personne ne s'attendait à l'élimination du Barça, qui
jusqu'à preuve le contraire. Alors il faut que dans tous les cas, une défection des équipes espagnoles, que ce soit le Barcelone ou le Real, parce que dans tous les cas, bien que qualifié, le Real a été battu 3 buts à un match retour. Exactement, c'est ce que je disais, que personne ne s'attendait à ce que les grands soient mis en difficulté. L'élimination du Barça et le Real, qui, comme le disent certaines personnes, est passé par la petite porte. Le sac de l'aiguille, l'orifice, le petit trou de l'aiguille. C'est par là que le Real est passé. Par la petite porte. Mais je pense que surtout le match de Real devra ici remettre à table le débat de la vidéo en matière d'arbitrage. La vidéo en matière d'arbitrage, parce que beaucoup ont douté de la véracité de ce pénalty. Exactement, ça a été un pénalty controversé. Vraiment controversé. C'est même pour cela que le capitaine, le gardien italien a pris un carton rouge parce qu'il a voulu... Exactement, et après on s'est posé la question de savoir s'il méritait réellement ce carton rouge. Ça pouvait être un carton jaune. Donc vous voyez, ce sont des faits aujourd'hui qui remettent au centre la question liée à l'arbitrage, et je pense qu'il est très important parce que nombreux sont des équipes, même au niveau de la Coupe du Monde, qui ont déjà subi du fait de l'arbitrage. Je me rappelle d'un match de Coupe du Monde, l'Angleterre-Allemagne, si je ne me trompe pas, c'était un but de Lampard, un tir de Lampard. Un arbitrage partial qui a une incidence sur le résultat. Voilà. Bon, encore faut-il se poser la question de savoir si l'arbitrage est réellement partial ou c'est les conditions. Dans cette figure, on croirait que l'arbitre avait des parties pour. Ou c'est les conditions de l'arbitre sur le terrain qui nous permettent peut-être pas de mieux faire attention à ce qui se passe. D'avoir une meilleure appréciation. D'où l'importance évidemment de la vidéo. D'où l'importance évidemment de la vidéo. Donc je pense qu'il est quand même important aujourd'hui de remettre sur la table le débat lié à l'arbitrage, parce que n'oublions pas que c'est vrai qu'il y a toujours un gagnant et un perdant, mais ceci doit se faire de manière loyale. Il est toujours bien de bien gagner et de bien perdre également. bien perdre. Bertrand, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit à ce sujet. En termes d'enseignement, lorsqu'on a vu le Real Madrid aller laminer Juventus de Turin domicile 3-0, et chez eux, ils se sont fait battre 3-1, il y a lieu de se remettre en question. Là aussi, on a souvent pensé que parce qu'on joue à domicile, on a forcément tous les pronostics du résultat. Et il faut faire attention en matière de football, parce que football n'est pas mathématique. On n'est pas mathématique. Quand on dit ça, ce n'est pas... On peut gagner à l'extérieur qu'on perd à domicile. Oui, perdre à domicile, ce n'est pas de la blague. Et aussi, lorsque vous êtes sur le terrain, l'adversaire ne vient pas pour perdre. L'adversaire doit vous booster, doit vous bousculer pour que vous perdez votre énergie et changer de jeu. Parce que ce que vous avez fait pendant l'entraînement, ce n'est pas ça. Moi, j'ai déjà observé beaucoup de matchs et les choses changent automatiquement, malheureusement. Selon l'enjeu et l'ambiance. On a bien vu Juventus de Turin contre Real, certainement galvanisé par la victoire de l'AS Roma. Ils se sont dit, bon, nous aussi on peut faire comme les autres et d'amener le pion au Real. Tout à fait, parce que lorsque vous êtes sur le terrain, les choses changent en secondes, sinon à la tierce. Parce que l'objectif à atteindre, c'est de gagner. Et lorsque vous n'arrivez pas à gagner, l'adversaire prend le dessus, alors c'est le chaos. Voilà, le chaos, en tout cas. On parle après ces quarts de finale, des demi-finales, d'autant plus que les affiches, les combinaisons sont désormais connues. Les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs de football, la Ligue des champions UEFA, opposeront d'un côté le Bayern de Munich, cette équipe allemande, au Real Madrid, une équipe espagnole, et Liverpool, une équipe anglaise, à l'AS Roma de l'Italie. Les matchs allés se dérouleront les 24 mardi 24 avril et mercredi 25 avril en ce qui concerne les demi-finales allées. Les retours auront lieu les 1er et 2 mai, tandis que la finale de cette coupe de l'UEFA, la Champions League, aura lieu le samedi 26 mai à Kiev. Nous sommes en Russie, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, alors nous allons devoir nous quitter sur cette projection, si Dieu nous prête vie,
et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, nous nous retrouverons prochainement. Le temps pour moi de remercier Assolba Bliki Bertin, notre consultant maison, mais également Maître Welcome Nzaba pour sa disponibilité. Les téléspectateurs ont pris plaisir à suivre votre chassé-croisé, mais également ces éléments cognitifs qui donnent d'être non seulement informés, mais aussi formés. Grand merci à tous nos téléspectateurs privilégiés. Je pense au président directeur général du groupe Ndouna François, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général Jean Olesongo Andaï, et aussi à toutes les autorités de la place, fussent-elles civiles ou militaires. Si Dieu nous prête vie, disais-je, et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, je nous retrouve prochainement. Toujours avec le même zèle apostolique, la rediffusion de cette édition étant prévue pour lundi 21h. Au revoir.